Et nous aimerions savoir, Monsieur Kadima ou Kadima Loussé, quelle est exactement l'origine de la science et quel est son objectif, la science politique? Vous savez, comme la plupart des gens qui appliquent la politique et qui font la politique s'intéressent, la politique, elle vient déjà de l'Antiquité, avec les Grecs qui, eux, avaient compris qu'il fallait gérer la cité. Et pour gérer la cité, il fallait étudier comment gérer le peuple. Alors maintenant, pour allier une étude qui va allier la gestion de la cité, donc c'est-à-dire la population qui vit dans la cité, et comment les interactions avec la population, le pouvoir dirigeant, comment faire tout cela. Et c'est ça qui a créé la science politique. Et la science politique n'est pas seulement une science, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une science plurielle. La science économique, elle est dans la politique. La science exacte, elle est dans la politique. Les mathématiques sont dans la politique. La philosophie. Et surtout la spiritualité. C'est une science qui, malheureusement, est oubliée dans la politique aujourd'hui. Mais elle est dans toutes les politiques du monde, à la base de la gestion de la cité. Parce qu'on ne peut pas gérer la cité. D'ailleurs, les livres sacrés disent que ceux qui dirigent le peuple, les pays, sont institués par le pouvoir de Dieu. Alors, dites-nous un peu, dans la politique, entrons maintenant dans le soubassement, quels sont les outils qu'utilise le politique, c'est-à-dire l'acteur politique, pour faire la mise en application de sa vision politique? Vous savez, là, on revient maintenant dans le marketing politique. Parce que la politique, comme on a dit, c'est une science. Dans le marketing politique, on constate que l'acteur politique, s'il y a les élections par exemple, qui sont comme une vente, parce qu'il doit se vendre, lui, l'homme politique. L'homme politique devient donc la marchandise. Et qui est l'acheteur? L'acheteur, c'est l'électeur. Alors maintenant, si nous regardons, comme je l'ai dit en marketing politique, si nous regardons dans le commerce, on va dire que la politique, que l'homme politique veut utiliser les acheteurs qui sont les électeurs, et lui étant le produit qu'il doit vendre. Alors maintenant, il doit mettre en place plusieurs mécanismes qui sont le marketing, qui sont la publicité, la campagne, donc sa promotion. Donc le candidat devient en ce moment-là le produit qui doit être acheté par les consommateurs qui sont les électeurs. Donc nous comprendrons que le marketing était l'outil efficace pour la politique. Très efficace. D'ailleurs, le marketing est un outil pour tout, et même la religion. Vous voyez ce qui se passe dans les campagnes d'évangélisation. C'est du marketing. C'est du marketing pour vendre la parole de Dieu. Je l'ai dit une fois dans une des émissions, j'ai dit que quand on voit les églises, ils vendent Dieu. Donc c'est-à-dire, ils vendent Dieu. Dieu, c'est un produit aussi. À quel prix ? Au prix de l'enseignement. Au prix de l'enseignement. Alors maintenant, il faut vraiment savoir les donner. Il y a des gens qui font, par exemple, qui utilisent des stratagèmes assez compliqués, qui disent, par exemple, faisons des miracles. Ça aussi, c'est un marketing. Il faut savoir les vendre. Alors nous disons, pour la politique, c'est ainsi que souvent les gens disent, les politiciens sont des menteurs. Parce qu'ils font des promesses. Il n'y a pas un politique qui gagne les élections en faisant déjà les actes. Non, parce qu'il dit je vais faire. Donc c'est ces promesses qui malheureusement font apparaître l'homme politique comme étant celui qui a menti. Parce que réaliser les promesses qu'on dit dans les campagnes électorales, c'est pas chose facile. On le remarque dans tous les pays du monde, c'est pour ça qu'il y a des grèves. Alors les conséquences maintenant de ces promesses non réalisées, ce sont les grèves, ce sont les contestations populaires. Et voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive quand on a promis, et on est de bonne foi, le politique a de bonne foi, il dit je vais faire. Mais quand il se trouve devant les réalités, sur le terrain, il est complètement buté à cette réalité, et c'est là que ça crée les contestations. Bien dit, bien dit. Une recommandation nous est faite par Platon, c'est un grand philosophe, vous le connaissez certainement. Il a voulu à ce que tous les philosophes soient rois, ou dans la contrepartie, que les rois soient nécessairement philosophes. Et à l'instar de Platon, une inquiétude se hisse. S'agissant justement de la cible de la politique, dites-nous un peu, quelle est exactement la cible de la politique
Et qui est exactement le viseur, c'est-à-dire l'acteur, le premier acteur et le premier expéditeur dans la scène politique. Ok. L'expéditeur, c'est l'acteur politique. Les destinataires, donc c'est lui qui doit recevoir, c'est le peuple. Donc, c'est ainsi que vous voyez dans la science politique, il y a toujours ce qu'on dit, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et tout homme politique dit, je travaille pour le peuple. Je crois qu'il y a un parti politique ici qui a dit, pour le peuple, il parle au nom du peuple. Aucun parti politique ne dit, je parle au nom de moi-même. Là, vous soutenez la démocratie? Oui. Tous ceux qui soutiennent qui sont dans la démocratie, dans un parti politique, disent, nous parlons pour le peuple. Tous, même les dictateurs disent ça. Ils disent, nous sommes pour le peuple. Mais dans la politique, il n'y a pas que la démocratie. Non, dans la politique, il y a aussi la dictature, par exemple. Oui. Il y a la dictature, il y a aussi... mais c'est pour cela qu'il y a des coups d'État. C'est pour cela qu'on trouve... Il y a toujours des mécanismes assez différents. Mais rentrons dans... Toutes choses restant égales par ailleurs, nous rentrons là où on dit le peuple s'exprime et le pouvoir politique existe. Donc la démocratie. Donc toutes choses restant égales par ailleurs. Nous disons, la cible principale de l'acteur politique, c'est la population. La pauvre population. Cette population se retrouve malheureusement victime à tous les moments. Parce qu'elle croit aux bonnes paroles de l'homme politique. Elle croit au bon dire des acteurs politiques qui le miroitent des promesses qui ne se réalisent peut-être jamais. Ils vont vous dire, par exemple, nous allons payer. Regarde, il y a eu, je crois en 2005 ou 2004, on avait promis, par exemple, qu'on allait payer le huissier autant. Mais c'est de bonne foi que l'homme politique l'a fait. Mais il a dit, il s'est adressé à qui? Il ne s'est pas adressé aux poules, il s'est adressé au peuple, aux fonctionnaires. Malheureusement, ces fonctionnaires n'ont pas retrouvé les comptes jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a des grèves. Donc l'homme politique, ce n'est pas qu'il a la mauvaise foi, il a la bonne foi. Il veut arriver. C'est un idéal pour atteindre. Donc la cible de l'homme politique, c'est le peuple. Il vise le peuple. Ne serait-ce pas une manière pour le politique de dissimuler un peu sa vision, comme l'a d'ailleurs insinué de dire ces grands philosophes Aristote? Il a dit, les hommes politiques ont tendance à dissimuler leur vision au profit de leur pouvoir, c'est-à-dire ils ont tendance à pérenniser leur existence au trône. Alors, qu'en pensez-vous exactement de cette pensée? Si vous savez, je crois qu'il y a c'est un philosophe exactement également qui a dit le peuple, on donne au peuple que ce qu'il veut. On lui dit ce qu'il veut entendre. L'homme politique sur le terrain ne va pas dire, par exemple, à la population ce qu'il déteste. Rappelez-vous, en 1996, même quand le chef d'État ici il dit au peuple « je vous ai compris ». C'est toujours la phrase d'un chef. Il n'y a pas très longtemps, le président Kabila l'a dit. Il dit « je vous ai compris ». C'est ça l'acteur politique. Il doit dire, parce qu'il est à l'écoute de la population. Il écoute la population. Et maintenant, c'est dans l'application. Il doit se mettre maintenant à appliquer. Et c'est ça maintenant la dichotomie entre ce qui se passe, entre le politique, le pouvoir qu'il exerce, et l'effectivité de ses pouvoirs. Parce qu'il est devant certains pesanteurs qui font qu'il ne peut pas, par exemple, nourrir une population à sa faim, à 100%. Donner du travail en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80% de chômage. Mais comment réduire le chômage à 20% pour atteindre, comme dans certains pays d'Europe, comme l'Espagne ou le Portugal, ou bien 10% comme la France. Mais nous sommes à 80-90% de chômage. Mais or, c'est l'idéal que un président de la République voudrait. Il dit, je vais donner du travail à mon peuple. Il l'a dit, je vais donner du travail. Mais quand il arrive devant les peasants, quand il arrive devant les réalités, malheureusement, il se trouve qu'il n'arrive pas à les réaliser. Ce n'est pas parce qu'il est de mauvaise foi, mais parce qu'il y a des réalités qui ne peuvent pas être atteintes. De la conception à la pratique, à la réalisation, nous comprendrons que le politique a certaines difficultés qu'il rencontre dans sa manière de gérer, mais nous voulons aussi savoir, nous essayons de faire une extrapolation dans les tendances actuelles